Alors, je vais être très honnête avec toi. On avance dans l'émission. Je pense qu'on a créé un lien de confiance. On se régale. Ouais. Et du coup, on t'a bien manipulé. Parce que maintenant, tu vas prendre ta sauce. C'est très clair. Je te le dis, on va appeler Captain. Parce que je sais qu'il est bouillant, là. Il est bouillant. Il est chaud. Ça fait 48 heures qu'il n'a pas dormi. Il a perdu ses cheveux. Il avait les cheveux il y a 3 jours. C'est vrai. Et donc, maintenant qu'on a avancé, on te connaît mieux. On comprend qui tu es. Attention, on va te tester maintenant. Captain, je voudrais que tu apparaisses aujourd'hui de la plus belle des manières, avec ton plus grand sourire. Et montre-nous tes beaux yeux, ton beau regard. Captain, mesdames et messieurs. Captain Morpheus. Comment ça va? Mais écoutez, moi, je sais pas qui est ce jeune homme. Je croyais qu'on allait avoir Jérôme Roten. Et en fait, il nous a envoyé son frère. Hein, voilà. C'est pas le même. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Où est le jeune homme de RMC qui mérite les poils? Parce que j'écoute tous les jours. Tu vois, ça mérite, mais j'écoute. Tu vois, donc voilà, j'adore, je kiffe. Mais bon, faut pas trop le dire. Mais où es-tu, Jérôme? Je ne te reconnais pas. Je veux dire, voilà, bon. C'est vrai que, alors, cette émission, je sais pas si tu en as conscience, elle est arrivée un soir. C'était notre première émission avec Greg. Ouais. Et c'est vrai que à ce moment-là, on parlait justement. Sur toi. Mais nous, il faut qu'il ait l'historique quand même, Captain. Voilà. Donc je vais t'expliquer. Alors non. J'arrête de bégayer en même temps que t'expliques, s'il te plaît. Sois un peu. Tout ce que Et non, je ne vais pas bégayer, non, parce que les gens, non, je ne vais pas reprocher à Jérôme, hein, bien évidemment, d'avoir des analyses à géométrie variable sur l'OM, hein, parce que chaque fois qu'on gagne un match, nous, on gagne contre personne. Hein. D'ailleurs, l'année prochaine, on va jouer la Dégain Uber Eats. Hein. Ça, c'est, voilà. Je ne vais pas aussi me cacher sous le fait qu'on aurait aimé avoir une patte gauche comme Jérôme à l'OM. On a failli l'avoir. D'ailleurs, on en parlait avec Greg et il me confiait à quel point. Ouais. Je t'ai toujours dit que tu aurais été beaucoup plus performant à l'OM qu'au PSG. Je te l'ai toujours dit. Voilà. Et que tu aurais voulu le voir porter le maillot de l'OM. Et donc, Et donc, ça s'est fait aussi. Donc, voilà. Moi, je veux dire, ça, c'est très bien. Je te trouve tellement beau avec ce maillot. Jérôme, franchement, c'est excellent. Alors, pour te refaire l'historique du match, je vais te replonger un petit peu dans cette soirée. Oui, j'ai le dossier parce que, bon, Campi m'a dit, ouais, t'oseras jamais dire à Jérôme en face, je sais pas quoi. Donc, déjà, Jérôme, avant qu'il déforme la vérité, j'ai les images, je t'envoie ça. Précédemment, dans FiSport TV. Franchement, il y a eu du débat, il y a eu on a senti Jérémy, bon, en mode tortue géniale qui saignait du nez. Hein, forcément. Non, c'était très intéressant et surtout, ça fait écho à un mois complet. C'est vrai que voilà, on a pris l'exemple de l'Olympique de Marseille parce qu'on était vraiment sur ce que je pense va devenir un cas d'école. Mais on est sur un mois complet, même dans les médias, RMC, tous les médias spécialisés, où à chaque fois qu'on mettait sur la table l'aspect mental, on le balayait d'un revers de la main. Bon, bien évidemment, les vieux patriarches comme Jean-Michel Larquet, mais les Roten, même si c'est un monégasque, hein, mais bon, c'est pas grave, personne n'est parfait. En fait, non, mais ce qui se passe, c'est que Attends, Captain, écoute-moi ce que je vais te dire. On est le combien là, Jay? On est le 27, 26. Alors écoute-moi bien. Ce qu'on va faire, Captain, ça tombe bien parce qu'en plus, ces émissions, c'est 18h, 20h, donc à 21h, il sera disponible. Je t'invite à lui répéter la même chose quand il sera invité à notre émission, à votre émission, d'accord? Je t'invite, à lui dire la même chose avec le maillot de l'OM sur le dos. Et bien sûr, mais avec les droits dans les yeux. Alors, Jérôme, si tu m'entends, tu viens dans l'émission. On va se parler, toi et moi. Non, mais surtout qu'il est super pertinent, mais là-dessus, je le trouve un peu en décalage sur le coup. Tu vois comme il revient? Tu as vu, il est fort. Il est fort. Il sait que je suis capable de l'emmener. Écoute-moi bien, tu es né le 24 février comme moi. Tu es une bonne personne. Mais non! Oui, frérot, oui, tu es une bonne personne. Voilà. Hein. Et d'ailleurs, Jérôme est né en 1978, aussi comme moi.
Et comme le film Superman de Richard Donner, donc je suis fan inconditionnel. En tout cas, j'aime bien le nouveau maillot de l'OM, Captain. Ouais, il est magnifique. Il est magnifique. Je sais recevoir mes invités. Surtout que maintenant, toute ma rubrique tombe à l'eau, puisqu'il a dit, il a avoué qu'il y a 15 ans, Jérôme, il dirait qu'on sert à rien. Hein, il a dit, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des débats enflammés sur RMC, et je t'avoue que j'ai un peu bouilli quand justement, par rapport au travail de Jean-Louis Gasset, par rapport au travail mental et ces choses-là. Et c'est vrai que sur le plateau, vous étiez tous un peu d'accord sur le fait que ça servait un peu à rien, que après on te l'accorde, hein, ce n'est pas le travail principal, mais pour nous, il reste quand même indispensable. Mais tu as déjà bien répondu, Jérôme. Donc, si tu veux rajouter quelque chose là-dessus, sur la préparation mentale. Je rajoute la première chose, et je ne fuis pas mes responsabilités, c'est que j'ai pas compris ce choix de Jean-Louis Gasset déjà dans un premier temps, parce que je pense qu'il n'est pas fait, et sa carrière le montre, si tu veux, pour entraîner un club comme l'Olympique de Marseille. Mais par la force des choses, avec ce qui s'est passé, ils l'ont appelé. Donc, on a regardé en effet ce qu'il a mis en place. Ce qu'il a mis en place, je ne pense pas que ça soit quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire qu'il a essayé de relancer des joueurs qui étaient complètement amorphes et qui ne jouaient pas dans leur position. Et ça leur a donné si tu veux, une valeur différente. Et c'est vrai que sur les 4-5 premiers matchs, les résultats étaient là, mais ils ont joué, en effet, je te confirme, contre personne. D'accord ? Et quand le niveau s'est élevé, tout le travail psychologique, mais là, on en revient toujours au choc psychologique de changement d'entraîneur. En effet, ça ne pouvait pas être pire qu'avec Gattuso. Donc, il a réussi le choc psychologique sur 4-5 matchs. Mais comment tu m'expliques alors derrière que quand le niveau s'élève un peu, il y a 5 défaites de suite ? La prépa physique. Ah, c'est la prépa physique maintenant. Ouais. D'accord. Tout à fait. Mais ce n'est pas un problème de pied aussi, de joueurs ? Mais non, regarde, quand tu prends les joueurs, d'ailleurs, quand tu as vu je me rappelle très bien parce que je t'écoute tous les jours. Quand tu avais vu le recrutement, tu avais mis des réserves sur certains joueurs et puis d'autres joueurs, tu as dit oui, que intrinsèquement, les joueurs avaient quand même un bon niveau technique. Après, tu le sais comme moi, si l'oxygène ne monte pas au cerveau, tu as beau être le plus technique du monde, tu vas pas les réussir. Donc, je pense que tu dois reconnaître quand même. Quel joueur de l'OM aujourd'hui en termes de créativité ? Je ne parle pas d'Aubameyang parce qu'Aubameyang, lui, sa carrière parle pour lui. Mais les autres, quel joueur de l'OM aujourd'hui est capable, quand tu me dis faire une bonne passe, être décisif dans les grands matchs ? Il n'y en a aucun. Aucun. Harit, il n'est pas technique. Unai, il n'est pas technique. Cette année, c'est un but, une passe D. Vous êtes content de ça ? Non, mais le gars relève de blessure, t'es sévère. Oh, arrête, qui revient de blessure. La blessure, elle va pas il va pas se la traîner pendant 5 mois, 6 mois, la blessure. Ça va, c'est bon maintenant. Oh, on a le droit de voir autre chose. Verretou, c'est la même chose. On parlait des coups de pied arrêtés tout à l'heure. Tu crois que c'est normal que Verretou, qui est normalement un joueur interne, il a 2 corners de suite ? Alors qu'à la Roma, il le faisait, non ? Oh, on est dans Roten sans flamme. On est dans Roten sans flamme. J'ai mon moment avec Jérôme Roten. C'est moi qui fais. Non, mais franchement, je parle même pas à Correa parce que lui, il joue pas assez. Puis, non, mais lui, il a arrêté le foot, lui. Voilà, mais quand vous me parlez d'Harit qui a les clés de l'Olympique de Marseille. Non. Mais on est tombé. On est d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Mais après, voilà. Il y a des circonstances atténuantes sur les niveaux. Captain. On va dire que le premier round est terminé. On laisse faire une idée de qui a pris l'avantage. Il y aura un deuxième round. Surtout que Jérôme on dirait que je le vois travailler là. Il est là pour plaisir là. Qu'est-ce que tu me fais ? Non, mais tu vois, on n'avait pas Jérôme Roten. Dès que je pars de l'OM, il revient. Ça y est. T'as vu ou pas ? La possession. Je transpire autant que pendant l'émission. T'as vu quoi ? Allez, Captain. On avance sur un deuxième round, il faudra que tu sois un peu meilleur parce que là, pour l'instant, il a le dessus, je pense. Mais il aura Jérôme, il est l'invité. On est poli. Absolument. Partie 4 et on revient sur l'essentiel, Jérôme Roten. Et on est parti. Cette fois-ci, c'est le beau jingle. Hein. On y va. Allez, on avance
PSG, retour vers le futur. On va parler du Paris Saint-Germain après l'épopée Monaco. Alors, on l'a dit tout à l'heure, nous, chez FiSport, on a créé une méthode pour permettre aux joueurs de construire l'identité d'un champion. Et on a vu qu'avec tes expériences, ça colle bien à ce que nous, on a développé. Les aspects mentaux, émotionnels, c'est pour nous le socle commun que tous les joueurs, tous les formateurs, en fait, tout le monde devrait être initié, on va dire, au fonctionnement du cerveau, au fonctionnement des émotions. Voilà, et donc on se bat pour ça. Et il n'y a pas très longtemps, on a également partagé l'importance de travailler l'aspect émotionnel d'une équipe, mais également, je le disais tout à l'heure, d'un projet, d'une vision. Et on est allé jusqu'à réfléchir à l'identité des clubs. On faisait des distinguos entre certains clubs qui ont une histoire un peu différente. Et du coup, cette identité, on prend en compte évidemment les hommes qui composent le club, mais aussi l'histoire du club. Et on avait ce débat là-dessus. Alors là, Jérôme, maintenant qu'on est plus en confiance tous ensemble, lâche-toi un petit peu et dis-nous ton sentiment quand tu compares les Paris Saint-Germain, et je dis les, parce que finalement, il y a plusieurs époques au Paris Saint-Germain. Tu as connu un Paris Saint-Germain à une certaine époque. Tu regardes ce qui se passe actuellement, tu le commentes aujourd'hui. Compare-moi un petit peu ces deux histoires, ces deux clubs, cette évolution entre ce que tu as connu et ce que tu vois aujourd'hui. Écoute, il y a plusieurs. Déjà, c'est difficile si tu veux, de comparer un PSG avec des moyens quasiment illimités aujourd'hui, avec le PSG que moi j'ai connu au début avec l'ère Canal et après l'ère Colonie Capital, parce que Canal était en fin de cycle et c'est pour ça qu'ils l'ont vendu à Colonie Capital. Et Canal investissait aussi, se donnait les moyens, si tu veux, d'avoir une belle équipe et de concurrencer les meilleures équipes du championnat de France. Donc ça, il n'y a pas de problème. Colonie Capital, il y avait une autre stratégie. Et la première, c'était de faire quelques économies et de faire des choses, de développer des choses dans Paris en dehors du football. Donc ça, c'est problématique. Et on l'a ressenti, et moi je l'ai ressenti quand j'étais joueur. C'est pour ça que je suis parti à la fin, c'est parce que j'en avais marre qu'on me mente tous les ans et qu'on me dise oui, mais Jérôme, t'es la tête d'affiche avec Paoletta, il faut que tu restes, t'es un vrai Parisien. Ils jouaient sur la fibre, si tu veux, identitaire, et ils avaient raison, parce que moi, Paris a toujours été mon club. Ça a été un rêve de jouer au PSG tout gamin, et donc quand tu réalises ce rêve-là, il y a plein de choses que tu oublies quand on joue sur ces cordes sensibles. C'est affectif. Voilà, l'affectif. Et moi, de toute façon, vous le voyez depuis le début de l'émission, je suis un grand affectif dans tous les cas. J'ai beaucoup mis le cœur en avant plutôt que par moment ma carrière professionnelle. De toute façon, c'est comme ça. Mais je ne regrette pas, au contraire, parce que si j'avais fait différemment, peut-être que ça n'aurait pas été. Mais pour parler du PSG d'aujourd'hui, il y a aussi là deux étapes. C'est que la première, c'est quand les Qataris sont arrivés, ils ont annoncé, ils veulent dominer la France, mais dominer l'Europe. Ils ont beaucoup, beaucoup investi. Ils ont fait en 2-3 ans une machine de guerre, parce qu'il y avait une équipe incroyable. Je ne vais pas rappeler pour les plus jeunes, mais bon, il y avait Ibrahimovic, Thiago Silva, Thiago Motta, Verratti, Matuidi au milieu, Cavani, ça envoyait, hein, tu vois, il y avait des internationaux un peu partout. Ils avaient une grosse équipe, et là, peut-être qu'ils étaient assez proches de gagner les champions, même s'ils n'ont pas passé le cap, mais ils n'étaient pas loin. Et puis après, ça s'est essoufflé, parce que si tu fais que star system, le problème, c'est que les garants de tout ça se sont arrêtés. Ils ont vieilli. Thiago Motta est parti, Matuidi est parti, Thiago Silva est parti, Ibrahimovic est parti. Et là, ils ont donné les clés du camion à d'autres personnes. Et là, ils se sont trompés. Parce que ces autres personnes-là, quand tu remplaces Matuidi par Rabiot, je pense que tu perds à beaucoup d'aspects. Mais là, on parlait de l'aspect mental. Je pense que Blaise dans un vestiaire, pas je pense, j'en suis sûr, Blaise dans un vestiaire, c'est pas Adrien Rabiot, donc le manque était énorme. Et là, on parle de la fibre identitaire, et c'est important d'avoir des mecs qui s'investissent d'autant plus parce qu'ils sont parisiens, parce qu'ils aiment le PSG. Et puis, tu t'es trompé aussi sur les stars que tu as pris, parce que les stars sont venus parce que tu leur as donné des salaires qu'ils n'avaient même pas dans les autres meilleurs clubs en Europe, tu vois.
2 fois, 3 fois plus de salaire. Un Neymar, un Kylian Mbappé, un Léo Messi sur la fin. Et en fait, je pense qu'au fur et à mesure, ils se sont perdus parce qu'ils ont perdu l'âme du vestiaire, donc ce côté identitaire. Et après, ils ont pris que des individualités. Et des individualités, c'est dans le mot, c'est que c'est avant tout leur tronche. Donc, il faut qu'ils brillent, mais pas à travers le collectif. Tu vois. Et donc, les gens ont ressenti l'image terrible renvoyée parce que tous les gens au Parc des Princes venaient voir un spectacle, mais plus un match de football où tu veux vivre de ta passion et des émotions. Ouais. Parce que l'équipe ne dégageait plus rien. Et au fur et à mesure, tu arrivais, là, tu t'es pris échec sur échec. Hein. Je ne vais pas refaire tous les échecs en Ligue des Champions et les claquer dessus, mais je pense que ça laisse des traces. Et en plus de ça, le pire, c'est que les gens, les joueurs, les grands joueurs qu'il y avait qui ont pris des claques, tu as l'impression que l'année d'après, ils passaient à autre chose. Déjà, ils avaient oublié les claques, en fait. C'est pas grave. C'est tellement pas grave que tous ces mecs-là, ils sont partis. Parce que le projet est arrivé à son terme sans rien gagner, l'image catastrophique. Et donc là, le président, avec qui j'entretiens de bonnes relations, a décidé de prendre un vrai virage au début de l'année et de prendre des joueurs français, la plupart, des joueurs plus jeunes, peut-être moins talentueux, mais tournés sur ce qu'on disait tout à l'heure, vers un état d'esprit collectif, avec un entraîneur qui a envie de mettre ça en place, avec un directeur sportif qui fonctionne avec l'entraîneur. Là, en fait, tu as l'impression que tout le monde est rentré un peu dans sa case. Le puzzle, il marche bien. Et comme par hasard, l'année où tu as la sensation qu'ils ont moins de talent sur le terrain, ils vont peut-être tout gagner. Donc, le regard, c'est qu'il était temps que le président prenne ces décisions-là. D'avoir une star ou deux, ça a toujours été le PSG. Il faut continuer comme ça. Toute génération confondue, il y a toujours eu des mecs qui ont représenté le club, qui médiatiquement, parce que c'est le showbiz, c'est Paris, c'est comme ça, tu vois. Donc, il faut des stars. Là, Kylian s'en va. J'espère qu'ils vont trouver un mec qui va aussi s'investir, qui marquera peut-être pas autant de buts que Kylian Mbappé, mais je pense qu'ils vont le faire. Parce que c'est Paris. Et à côté de ça, il faut un collectif, un gros socle, bien dur. Et là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, moi, je suis très content de l'image qui est renvoyée parce que, franchement, là, je parle pas pour tous les Parisiens, mais presque, parce que je me sens comme eux. On est fiers de voir cette équipe évoluer, cette équipe se battre. Des fois, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Elle perd des matchs. Là, le match à Dortmund, il n'est pas bon. Je pense qu'il leur a manqué cet influx pour faire encore plus d'efforts. Ils le feront certainement demain, mais je trouve qu'en termes d'image, ils ont renversé l'opinion. Ça, c'est quand même en un an. Et est-ce que tu penses que sur l'aspect mental, l'année prochaine, avec le départ de Kylian, est-ce que tu penses que l'équipe peut se sentir amoindrie? Parce que forcément, Kylian est aujourd'hui le meilleur joueur du monde, clairement. Et alors, bien sûr, on a tous connu des bons joueurs qui quittaient les équipes. Pas de problème. Kylian Mbappé reste quand même le meilleur joueur du monde. Est-ce que tu penses que si Paris ne rebondit pas en prenant vraiment une tête d'affiche, alors pas de la stature de Kylian Mbappé, parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est le numéro 1 et de loin, tu penses que ça peut faire mal au PSG? En fait, ce qui va faire mal au PSG, c'est que tu perds un joueur qui est là depuis 7 ans. Donc, automatiquement, tu t'es investi avec lui, il a ses habitudes. Et le PSG sans Mbappé, oui, ils vont s'en remettre. Hein. Ils sont toujours remis des départs des grands joueurs. Mais forcément, il y aura un point noir au départ. Ouais. Et Kylian, tu ne le remplaces pas par un joueur. Hein. Tu le remplaces peut-être par 2-3 joueurs pour essayer de combler les manques. Je pense qu'avec les moyens que le PSG a, ils auront la possibilité de recruter des bons joueurs encore. Mais pour moi, le vestiaire, autant il a été libéré, certains joueurs l'ont montré, du départ de Messi et Neymar, parce que Messi et Neymar, ils n'ont pas fait du bien à certains. Vitinha en a fait partie, tu vois, et d'autres aussi, mais Vitinha, c'est l'exemple type. C'est que Vitinha, on parlait de mental, là. La préparation de ces matchs était catastrophique parce qu'il se prenait des réflexions sur réflexions. Les autres,
lui était jeune, il l'obligeait, si tu veux, dès qu'il touchait, il ne leur donnait pas le ballon, il se retournait vers lui, donne le ballon, donne le ballon. Donc en fait, le mec n'arrivait pas à s'exprimer. La barrière de la langue, même s'il parle un peu français, mais pas très bien, je pense que ça n'a pas aidé et il était un peu esselé dans le vestiaire, tu vois. Et là, le départ de Neymar, Messi et d'autres, bah, ça l'a totalement libéré parce que c'est un putain de joueur. Hein. Et donc, je pense que Kylian, au contraire, il s'est totalement mis dans ce collectif. Alors, il a sa personnalité, il a son ego, ça c'est sûr. Hein, je ne vais pas le défendre là-dessus, tu vois. Et puis, c'est plus ou moins normal. Mais ce que je peux dire, c'est que dans la vie au quotidien, ils s'éclatent, les mecs entre eux, et Kylian avec eux. Donc, le départ de Kylian va forcément laisser un vide. Mais après, il faut que le club soit plus fort qu'une individualité. Mais... Il y a quand même un bémol au PSG que j'ai jamais compris. Franchement, je suis encore un petit peu. Je suis dans l'étonnement qu'un un monsieur comme Carlo Ancelotti n'ait pas réussi au PSG. Franchement, j'ai pas compris. C'est que le président était un jeune président, d'accord. Il voulait faire beaucoup de choses et il en fait beaucoup. Hein. Je peux te dire, moi, c'est quelqu'un que je respecte énormément parce que tout à l'heure, on parlait de bourreau de travail. Du moins, moi, c'est pas bourreau de travail, façon de parler, mais travailleur, tu vois, accrocheur, j'ai envie de bosser, j'ai envie de progresser. Lui, il est totalement là-dedans. Lui, il est à donf, il fait peut-être trop de choses, en effet, qui l'empêchent et qui l'a trop souvent empêché de développer des choses à l'intérieur du vestiaire, parce qu'il voulait intervenir sur tout, limite, il voulait être proche de l'entraîneur quand il fait la composition de l'équipe, tu vois. Donc ça, c'est pas possible. Il a pris beaucoup de recul là-dessus. Mais Carlo Ancelotti, il est arrivé trop tôt. Parce qu'il aurait pu se servir de l'arrivée de Carlo, si tu veux, pour prendre du recul, là, laisser les clés du camion à un mec comme Carlo Ancelotti. Mais il ne pouvait pas, c'était plus fort que lui. Et il l'a fait tout au long de ces années. Hein, tu vois, quand tu vois le rapport qu'il a eu avec Laurent Blanc, après, quand tu vois le rapport qu'il a eu avec Thomas Tuchel ou avec Emery ou avec Galtier, il était très proche d'eux, mais même trop proche. Pochettino, pareil, tu vois. Alors que là, Luis Enrique, d'entrée, alors lui, il voulait en plus faire ça, mais d'entrée, Luis Enrique, il lui a dit, le patron, si tu me prends comme entraîneur, je suis le patron du sportif, tu viens pas m'emmerder. Voilà. Et ben, il l'a fait. Et comme par hasard, l'année où il le fait, il est un peu plus respecté, même lui, Nasser, maintenant. Alors, je vais me tourner vers Laurent qui va nous porter un regard aussi professionnel là-dessus, mais on retient quand même que l'âme du club, c'est le plus important, le cœur du club, et tu as parlé des émotions qui sont dans le vestiaire, qui sont chez les joueurs, et c'est ça qu'on perd au-delà du talent, évidemment. C'est tout ça que peut-être le club perd. Tu parles aussi de passion, et on voit que les limites de la passion, c'est que des fois, on veut tout faire et savoir déléguer, et c'est la communication qui fait qu'à un moment donné, on se dit les choses, et là, il faut être précis, quoi. Et c'est aussi ce travail-là que nous, on essaie de mettre en place dans les structures dans lesquelles on intervient, dans les groupes, dans les projets clubs, poser des questions qui vont permettre une communication plus claire, plus précise, pour qu'à un moment donné, on parte sur des bases saines et communes et qu'il n'y ait pas de surprise, parce que tout a été dit. Voilà, Laurent, donc je me tourne un petit peu vers toi. Quel regard tu peux porter sur cet aspect plus identitaire, plus en termes de projet, en termes d'émotion dans une institution telle que le PSG? C'est vrai que l'identité d'un club, c'est quelque chose qui est un peu dicté par la direction que tu veux lui donner. Les objectifs supérieurs, le sens que tu veux donner. Alors l'objectif, ce n'est pas forcément une saison. C'est qu'est-ce que tu veux faire de ce club, quelle est l'image que tu veux donner, quel est son rayonnement, qu'est-ce que tu veux en faire. Et tout ça, après, là-dedans, ça imbrique tout un système. Chacun a sa place. Mais quand le système où tu as un rouage qui va intervenir sur d'autres systèmes, ça se marche, tu vois. Et je trouve que c'est vraiment bien expliqué, c'était lucide. L'une de tes formules qui m'émerveille, c'est quand tu as parlé de l'âme du vestiaire. Ouais. Et ça c'est extraordinaire parce que on voit qu'une chose, c'est qu'est-ce que c'est? Oh non. Captain, on compte sur toi. Non. On va se passer ce soir, s'il vous plaît. Quel est le prix? Moi, j'ai envie de poser la question. Quel est le prix de mes émotions? Les miennes. Vous mettez quel prix là-dessus? 100 €, 200 €, je vous crache la figure.
À partir de quel montant je dois fermer ma gueule? Je vous remercie pour ce retour. Il parle avec le cœur des fois, tu vois, c'est bien, on va chercher un peu dans tes retranchements. Mais c'est vrai que ce côté émotionnel, alors j'assume complètement cette phrase, je vous en en passant, quitte à y être. Et c'est vrai que pour moi, ça n'a pas de prix. Ce côté émotionnel, il est au cœur, il est au centre de tout. Et pour moi, c'est essentiel. Donc, quand tu parles de l'âme du vestiaire, c'est quelque chose qui me fait vibrer, c'est quelque chose qui résonne en moi, parce que c'est la base de ce qu'on a créé, de ce que j'ai écrit, sur quoi j'ai travaillé pendant des années. Et tout ça, c'est une osmose qu'on ne voit pas, et qui est pourtant essentielle. Donc, voilà, je n'avais pas plus de questions que ça, et merci. Et qui est différente forcément d'un club à un autre. Tout à fait. Quand tu as des grands clubs comme ça, tu ne peux pas mettre les mêmes choses dans le vestiaire quand tu es à Paris, quand tu es à Monaco. Bon, Marseille, je n'ai pas connu, mais Marseille, pareil. Lyon, c'est grands clubs où tu dois avoir une grosse identité parce que l'histoire te rappelle et tout ça. Je pense qu'il faut faire en fonction de ça. Et tu as des personnages importants dans le club, tu vois, qui sont des garants de tout ça. Alors, tu ne peux pas avoir que des anciens partout. Ce n'est pas ce que je dis. Mais les anciens, quand même, c'est… Tu vois, on prend l'exemple de Monaco. Parce que Paris vit la même chose. Et moi, j'en parle très souvent avec le président. Mais regarde Monaco. Monaco, les manques qu'il y a. Alors là, ils vont finir deuxième. C'est très bien, pas de problème. Mais ce club, il est en train de mourir tranquillement, à petit feu. Tu vas à Monaco voir un match, il ne se dégage plus rien. Il se dégage plus rien. Je suis allé voir Monaco-Lyon au mois de décembre pour nous remettre un maillot historique avec Ludo de Juillet, entre autres. Franchement, on s'est regardé pendant le match, c'était Monaco-Lyon quand même. Alors, même si Lyon était très très mal en point, mais il ne se passait plus rien. Sur le terrain, en dehors, dans les tribunes, rien. Mort. Et en fait, tu n'as pas de relais. Pour moi, quand on parle d'identification au club, les relais, c'est hyper important. Les relais dans l'équipe dirigeante, les relais dans le vestiaire, les jeunes joueurs qui arrivent, qui ne connaissent pas l'histoire, il faut leur rappeler l'histoire, ce que c'est, que ça soit à Monaco, à Paris et tout ça. Et ça, en fait, il y a trop de clubs qui aujourd'hui pensent que parce qu'ils mettent de l'argent, parce que ceci, parce que c'est une autre génération, alors on va refaire l'histoire de ce club. Non. Et Monaco, ça n'a pas 100 ans comme Monaco. Hein. Paris, ça n'a pas 100 ans comme Monaco. Paris, ça a un peu plus de 50 ans. Mais quand même, l'histoire fait que tu as des choses à raconter. D'ailleurs, Monaco fête ses 100 ans cette année, non? Et c'est bien de nous le rappeler parce que nous, les anciens, on est très attachés aussi. C'est bien de le rappeler et de faire un message. Greg, toi qui parles souvent à Albert, redis-lui que si les 100 ans du club ne sont pas respectés, c'est inadmissible. Et il y aura, je vous le dis. Hein. Après, je pense que voilà, le club est passé pavillon russe maintenant. Et je pense que leur dernier des soucis, je pense que c'est de faire venir les anciens qui ont fait que Monaco est Monaco aujourd'hui. Donc voilà, écoute. Mais comme tu l'as dit si bien, l'arbre qui cache la forêt, c'est cette seconde place cette année. Ah oui, elle cache bien la forêt. Mais bon, ils vont le reprendre dans la tronche encore l'année prochaine si ça ne change pas. Donc, écoute, moi je propose que prochain invité, tu invites Albert aussi parce qu'il a des choses à dire et je ne vois pas pourquoi on ne lui donnerait pas la parole, ce pauvre garçon. Voilà, Greg. L'homme derrière le prince, ça pourrait être le titre de l'émission. Et après Jérôme, je pense que je ne peux plus inviter personne, les gars. Alors, on est haut. Mais du coup, je vais revenir à Jérôme. Oui. Je te remercie encore une fois pour tous ces partages et puis on va passer à la partie suivante parce que on va revenir un peu plus dans tes émotions à toi, si tu nous le permets. Et je demande à Captain de lancer notre jingle, partie 5. Alors, il nous a sauté un jingle encore, Captain. Mais c'est pas grave, Captain. C'est pas celui-là non plus. À l'envers, mais à l'envers complet. Trop de pression. Ah, je vois la goutte qui transpire sur le front de Captain. Jérôme, excuse-nous.
D'habitude, on en fait 3 de partie. Il n'a pas l'habitude. Il a craqué. Écoute. Mince. C'est les nouvelles couleurs de l'OM, c'est du rouge et blanc, donc ça a dû le perturber. Écoute, Jérémy, reprends les choses en main. Je reprends les choses en main. La partie 5, c'était ta fin de carrière. Ouais. Voilà, on a un peu déroulé l'historique du joueur et fin de carrière, l'homme derrière le joueur. Alors, dans la fin d'un cycle, on a parlé de peur aussi. Ben oui, la fin d'un cycle, c'est l'acceptation, c'est ce que tu disais, et c'est peut-être faire le deuil aussi. Et en plus, tu nous as exprimé qu'avec beaucoup d'authenticité, la fatigue qui t'a usé, qui a fait qu'à un moment, tu as su dire stop. Mais j'imagine que une fin de carrière de footballeur de haut niveau, c'est difficile. Il y a certainement des peurs. Qu'est-ce qui va se passer après? Je ne sais pas comment toi, tu l'as vécu. J'aimerais que tu nous partages un petit peu comment tu as terminé ça, dans quelles émotions. Écoute, moi, je suis peut-être mal placé pour si tu veux, dire que c'est compliqué l'après-carrière, parce que je pense que c'est compliqué de l'accepter quand tu es obligé de t'arrêter par la force des choses. Soit grave blessure, soit plus de contrat. Parce que en France, dès que tu passes 30 ans, de toute façon, tu as beau avoir joué à un certain niveau, tu as l'impression que tu es quasiment cramé, ce qui est problématique. Hein, mais bon, c'est la vision de beaucoup de dirigeants et beaucoup trop. Donc ça, ces deux cas-là, moi, je ne fais pas partie de ceux-là et je vous l'ai expliqué. Moi, la fin de carrière, c'est moi qui l'ai décidé. Le jour où j'ai senti que j'avais moins faim, que j'allais à l'entraînement à reculons, j'ai dit c'est pas possible. Et puis il en a pas fallu beaucoup plus, c'est-à-dire que il y avait un problème de relationnel avec l'entraîneur à Caen, Patrice Garande, parce que autant je vous dis, j'ai mes défauts, j'ai mon caractère, j'ai mon ego, il n'y a pas de problème, je l'assume. Il savait qui prenait quand je suis venu à Caen pour rendre des services, un peu ce que j'avais fait quand j'étais allé à Bastia, tu vois, faire remonter le club. Et en fait, voilà, quand tu me dis des choses et je signe le contrat et qu'au bout d'un mois, tu commences à faire l'inverse, quand tu as 36 ans, tu vas pas te casser la tête, quoi. Tu vas dans le vestiaire, tu parles avec lui et puis tu lui fais comprendre que, en gros, il y a des choses qu'il doit respecter. Après, c'est à lui de les faire passer au groupe. Même si je suis capitaine de l'équipe et il m'avait donné le brassard, il n'y a pas de problème, je ne vais pas demander. Je n'ai pas signé à Caen en disant je vais être capitaine comme j'étais à Bastia. À la force des choses, je pense que par rapport au respect des anciens et tout, ils m'ont donné le brassard. En plus, c'était l'année du centenaire à Caen. Donc d'autant plus, tu vois, c'était une période spéciale. J'étais sur toutes les affiches. Et le centenaire, c'était au mois de novembre. Et moi, on commence l'année, donc juillet, août, septembre, tout se passe bien, hein, les résultats sont là. Et puis moi, je sens qu'il y a une fatigue. La saison va être longue quand même. Mais je vais jouer le jeu, je me suis engagé, il n'y a pas de problème. Puis bon, il y a un problème de relation donc, avec l'entraîneur a fait que du jour au lendemain, quand j'ai fini un match, et c'était le derby en plus, quand Le Havre, j'ai fini le match, je suis parti du stade et j'ai dit au président qui était mon ami, et qui est encore mon ami, Jean-François Fortin, je lui ai dit, Jean-François, je lui ai dit, écoute, on se voit sur Paris cette semaine, je résilie. Et là, il est devenu tout blanc. Il m'a dit, mais non, tu ne peux pas faire ça. Je dis, si, avec Garande, ce n'est pas possible. Et je ne vais pas y arriver. Tu vois, tout ce qui a été mis en place au début pour que je signe, et tu étais là, tu étais à côté, dans le bureau, pareil. Il a changé son fusil d'épaule et moi, je n'accepte pas ça. Donc, il se démerde, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne veux pas faire de bruit et tout ça. Donc, je préfère qu'on résilie tous les deux. Et je ne te demanderai rien, mais... Et donc, bon, ça s'est fait comme ça, tu vois. Bon, lui était très triste, mais bon, je ne pouvais pas continuer. Mais pour te dire que je l'avais accepté, c'est que c'est venu de moi. Donc, en fait, le ras-le-bol que j'avais, c'était même un soulagement quand j'ai résilié. Parce que je savais qu'il fallait que je passe à autre chose. Et en plus de ça, où pour moi, ça n'a pas été une petite mort, comme beaucoup peuvent le dire, c'est que je savais que je pouvais rebondir direct dans les médias parce que c'est ce que je voulais faire. J'ai toujours voulu faire ça. J'ai toujours eu un bon rapport avec les médias. Tu vois. Bon, après, il y en a qui sont plus durs que d'autres, ça c'est sûr, et que ça ne fait pas plaisir quand tu te fais démonter après un match raté.
Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette, tu vois. Donc, autant ils peuvent te monter très haut, autant ils peuvent te détruire très vite. Donc, une fois que tu as compris ce mécanisme-là, il faut leur donner à manger parce qu'ils ont besoin de nous, si tu veux, pour exister. Et puis, je suis bien placé aujourd'hui pour le savoir, tu vois. Donc, j'aimerais bien que certains joueurs soient un peu plus ouverts, et si tu veux, à venir nous parler. Et à la fois, les médias aussi ont besoin des joueurs de foot. Et parce que sans match de football, on n'existerait pas, quoi, tu vois, les médias. Donc, j'aimais bien cette relation qui s'est mise en place tout au long de ma carrière. Et je me suis dit, en plus, vu qu'il y a Jean-Michel Larquet qui était un monument dans les médias et tout ça, je me suis dit, tiens, moi, j'aimerais bien faire ce qu'il fait, commenter les matchs, débriefer et tout. Bon. Et donc, tout de suite, j'ai eu des demandes dès que j'ai arrêté. J'ai bossé à Canal, j'ai bossé à Bein, j'ai bossé à RTL. Et puis après, tu vois, on parle toujours le même état d'esprit, si tu veux, dans un truc différent, mais toujours à vouloir bosser. J'ai fait de la radio, je vais te le dire, et je le dis même à la nouvelle génération qui veut commencer. On est des joueurs de football, hein. On nous met pas un micro sous le nez et vas-y, nanana, on t'apprend pas à faire ça, tu vois, c'est inné, c'est à force de le faire. Si tout au long de ta carrière, tu refuses d'aller voir les médias ou que tu fais que des one-shots de temps en temps, c'est pas suffisant, tu vois. Donc, il y a une façon de parler, même de s'exprimer, hein, tu vois, même si on a été à l'école et tout, mais ça s'arrête très vite en général. Donc, tout ça, tu dois bosser. Et moi, j'ai bossé, si tu veux, dans ma carrière, mais après, quand j'ai commencé à faire de la télé à Canal, je me suis toujours dit, je veux faire de la radio parce que c'est un autre exercice, mais la façon de parler, de chercher mes mots, peut-être que ça va m'apporter un plus pour la télé. Et en effet, ça a été le cas. Ça a été le cas. Donc, j'ai fait radio-télé, radio pour que dalle, mais que dalle, hein, j'ai pas honte de le dire, hein, loin de là. Je leur ai dit, j'ai bossé à RTL, je leur ai dit, vous me filez ce que vous voulez, je m'en fous, je le fais juste pour le plaisir de débriefer des matchs, de me rendre compte de ce que c'est exactement. Et puis en fait, j'ai été pris au jeu. J'ai été piqué tout de suite. Le fait d'être libre, façon de parler, de dire, j'ai toujours dit ce que je pensais, même quand j'étais joueur et on me l'a souvent mis dans la tronche. Bah là, d'autant plus, là, j'ai pas de compte à rendre. Donc, à l'arrivée, je suis sans filtre. Bon, bah écoute, ça convient et tant mieux, et moi, je m'éclate. Bah, encore une fois, hein, on sent la passion, l'envie, le désir de dépasser encore des choses, d'atteindre des objectifs. Ouais. J'ai quand même une question un peu plus profonde, si tu me le permets. Ouais, vas-y. Aujourd'hui, tu es un homme dont la voix porte, tu es écouté dans la France entière, hein, c'est très clair. Même Captain t'écoute tous les soirs, il l'a dit. Ouais. Il devrait un peu plus, parce que la vision qu'il a sur les joueurs de l'OM… Il t'écoute, mais il comprend peut-être pas tout, c'est possible. Oui, c'est ça, ouais. Du coup, de manière, voilà, si on sortait un peu même… Oh non. Pas deux fois en plus. Non, il n'est pas bon. Il est pas bon. Si on sortait un petit peu même du monde du foot, mais le fait de pouvoir passer un message, tu as parlé beaucoup de fierté à chaque fois, voilà, tu as la fierté d'avoir réussi à certaines choses. Imagine que c'est la fin de ta carrière d'animateur. Si tu pouvais passer un message vraiment important au monde, aux gens qui t'écoutent, quelque chose dont tu serais vraiment fier, tu vois, un message qui compte vraiment pour la France, pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, ce serait quoi? Écoute, moi, Greg, on parlait des valeurs, mais le premier, c'est de se rendre compte que, en gros, on n'est pas assez patriote ici, en France. Tu vois, et c'est de dire aimer la France, aimons-nous tous avec des cultures différentes, parce que ça, c'est la France, la diversité. Et surtout bosser, quoi. Voilà, bosser, essayer de faire quelque chose pour déjà ton épanouissement, mais pour apporter des choses. Et il y a plein de choses à faire, tu vois. Et donc moi, si demain, moi, je devais arrêter la radio, déjà, j'en serais très triste parce que je m'éclate vraiment. Mais si je devais arrêter, c'est ça, c'est
c'est de lancer ce message-là, tu vois. Moi, je ne conçois pas qu'on ne soit pas ambitieux, on n'ait pas envie de faire quelque chose, de se... Ah, je sais pas, c'est de l'autosatisfaction, quoi, tu vois. C'est bon d'avoir ce sentiment-là de donner, de bosser, acharner, même si tu n'as pas le retour que tu espérais, c'est pas grave, tu t'es donné, tu vois. Et en fait, c'est plus ce message-là à côté. Et puis, je te dis le côté patriote parce que ça me casse la tête. Ça me casse la tête de voir qu'à chaque fois, on dit à l'étranger, c'est mieux et ceci, c'est mieux et tout ça. Nanana. Même les Français, aujourd'hui, ils commencent à cracher sur la France. Ah, ça va, arrêtez. Bien sûr qu'on n'est pas parfait, mais c'est bien d'aimer son pays et de le défendre. Bah, clairement, il y a deux messages, un message d'amour, de patriote, d'aimer ce qu'on est finalement, parce que c'est nous la France quelque part. Et quand on crache sur la France, on se crache dessus. C'est un petit peu ça. C'est vrai. Tant que tu craches pas sur mes émotions. Mais Jérôme, tu es monégasque, tu t'en fous de la France. Écoute, appelle Albert qui me donne la nationalité. place tes pions, t'as raison. Et puis il y a cette valeur travail, hein. Cette valeur travail là vraiment qui t'est chère, qui t'a construit, qui t'a amené là où tu es, qui t'a fait passer tellement d'étapes et cette valeur travail vraiment, elle est vraiment importante, on sent pour toi. Je voudrais que tu me dises du coup, quand tu es connecté à ce sentiment-là, tu disais de faire des choses, d'être ambitieux, travailler, quelle personne tu deviens quand tu es connecté avec ça? Je suis injouable. je me sens. Quelle personne je deviens quand je me mets dans quelque chose? Je me sens fort. Ouais. Je me sens fort. Je me sens fort. J'ai ce côté. Je me sens fort. Et puis une fois que c'est passé, je te dis la satisfaction, l'adrénaline. Tu sais, on est toujours à la recherche un peu on parlait de l'après-carrière et tout ça. La seule chose qui me manque, le terrain ne me manque pas du tout parce que tant mieux, j'ai fait des choses et j'ai quasiment fait le tour. Alors même si je n'ai pas gagné tous les titres, tu vois, mais j'ai fait le tour de ce que c'était un footballeur de haut niveau. Et ça, tu vois, j'ai tout découvert de ce côté-là. Et donc, c'est pour ça que ça ne me manque pas le terrain aujourd'hui. Même quand il y a des grands matchs comme demain, tu vois, il y en a certains des anciens qui te disent « Oh là là, je remettrais bien le maillot. » Non, moi, je n'ai pas envie de le remettre, le maillot. Par contre, il y a quelque chose qui peut manquer par moment, et c'est pour ça que tu es à la recherche. Quand tu bosses, tu as l'adrénaline qui est à son max. Parce que là, tu vas rechercher quelque chose, essayer de faire un truc, de faire un truc qui va faire de ton travail quelque chose de magnifique. Et donc ça déclenche une adrénaline que tu pouvais ressentir, qu'on pouvait ressentir plus ou moins sur le terrain, sur les matchs, tu vois. Donc en fait, voilà. Mais en fait, vous avez compris que Jérôme est un passionné, on l'a tous compris. Et ce qu'il mettait dans le football, il met aujourd'hui à la radio. Moi, combien j'ai de copains, de connaissances qui me disent « Putain, ton pote, il fait chier, il parle mal des autres, il fait ci, il fait ça. » Mais non, il fait juste son métier avec passion et il n'a pas de filtre. Donc aujourd'hui, qui on va regarder dans le football? Kylian Mbappé, c'est le meilleur. Qui on va regarder dans le basket à l'époque? Jordan, c'était le meilleur. Qui tu vas regarder jouer au tennis? Federer, c'était le meilleur. Qui tu vas écouter à la radio? Mais tu vas écouter le meilleur. Tu vas écouter Jérôme. Pourquoi? Parce qu'il va dire des choses que moi, si c'est pour écouter la radio et entendre des peintres qui vont dire des choses que je sais déjà, que je connais déjà, j'écoute Nostalgie, je préfère. Là, tu écoutes Jérôme, j'ai en face de moi un mec qui va dire ce qu'il pense, la vérité. Mais si vous regardez bien, il n'attaque jamais l'homme. Il n'attaque jamais l'homme. Il attaque le footballeur. Et ce que confondent les gens, c'est cette différence-là. Mais pourquoi il est bon? Parce qu'il fait ça avec passion. Et le travail, c'est ça qui veut dire travail, passion. Et quand il est sur le terrain, c'est-à-dire dans le studio, il est sur le terrain. Quand il est dans le studio, il est sur le terrain. C'est ce qui déplaît à beaucoup de personnes, voire même à certains de ses collègues. Ouais. Greg, j'ai une question. Parce que il y a le joueur, il y a tout ça, il y a vraiment beaucoup de témoignages, beaucoup de valeurs, il y a pas mal de choses qui sont ressorties. Il y a un truc qui m'étonne, c'est que Jérôme, il y a une espèce de résilience qui ressort.
de quelqu'un qui a vécu des épreuves tout autres, plus que le foot. Tu vois, on parle de l'adrénaline, on parle de tout ça, mais tu as commencé à dire quelque chose, on dirait, il y a une maturité de quelqu'un qui a, je ne sais pas si c'est le mot, hein, mais qui a souffert. Et il y a la souffrance du jeune dans le foot, il y a quelque chose de plus. Et c'est vrai que il y a ce truc, j'ai l'impression de retrouver ça, comme lorsqu'on est en séance thérapeutique, il y a quelque chose qui m'échappe. J'ai l'impression de voir ça, donc je dois me tromper certainement. Non, bah, peut-être, non, mais après, tu vois, franchement, j'y tiens. Et quand je te dis que ma première période en formation, c'était la plus dure, ouais, c'était quand je te disais que je pleurais tous les soirs, je pleurais tous les soirs. Tu vois, il y a une histoire d'homme là-dessous. J'ai l'impression qu'il y a. Enfin, ok, je pense. Non, et ça, c'est sûr. Après, ce que je veux dire, c'est que après, on a tous une vie privée Oui, pardon. Et Greg la connaît aussi bien que moi, la mienne. Donc, il y a eu des souffrances aussi de ce côté-là, tu vois. Donc, si tu veux, tu vois, il n'y a pas que à 13, 14 ans, 15 ans, tu vois. Il y a eu des souffrances après parce que tu fais des erreurs, parce que tu fais des trucs. Et puis, et vu que j'ai des valeurs et certaines valeurs qu'on m'a inculquées et que j'ai pas envie de faire souffrir les gens autour de moi, bah, tu te réfugies un peu sur toi et donc ça crée des traumatismes, hein, ça c'est clair. Hein. Donc des leviers, il faut en trouver beaucoup et c'est vrai que ça a été ça tout au long de ma vie, de ma carrière. Aujourd'hui, je te cache pas que tant mieux, je touche du bois, ça va beaucoup mieux, si tu veux, dans la vie privée, à tous les niveaux. Donc, et tant mieux. Et donc, aujourd'hui, j'ai plus de recul pour exprimer tout ce que je viens de dire, en fait. D'accord. Et c'est là où, encore une fois, ce coach Campi, je vais venir à lui parce que vous ressemblez tellement. Ouais, c'est vrai. Il y a 3 mots là quand tu parles, je le vois. Mais Greg, on a une relation particulière de toute façon et on avait la grand-mère de Greg. Comment on pense, on a une pensée pour elle, tu vois. Où, moi, le midi, je venais manger avec Greg et avec sa grand-mère et avec sa mère aussi, qui était souvent là, Huguette. Et c'est vrai que, si tu veux, sa grand-mère et sa mère, à chaque fois, ils disaient putain, mais j'ai l'impression qu'ils sont frères, les deux. Tu vois, c'est des frères. Il y en a un qui est brun, l'autre qui est blond, tu vois. Et c'est vrai, hein. C'est vrai que c'est fou ce que tu dis. Mais ça va vraiment, on le ressent. Ouais. Moi, je connais Greg quand même, et quand je t'entends, il y a 3 mots qui sortent là. C'est lui, authentique, passionné et souffrance. Ouais. C'est ouf. Voilà, des frères d'émotion. On va dire ça comme ça. On va dire ça. Écoutez, merci. Encore un beau moment de partage et beaucoup d'authenticité. Je crois que c'est ça que j'adore moi chez Greg. Et en fait, là, je ressens ça chez toi. Et ça donne confiance en fait quand on a des gens comme vous parce que il y a pas de filtre effectivement. Et c'est le rapport que ça crée, l'humain et tout ce que tu nous partages depuis le début. Il y a que ça qui t'a guidé dans ta carrière. Et au-delà de la souffrance, c'est vivre des émotions, c'est créer du lien, c'est remettre l'humain au centre de tout. Et waouh, voilà, merci 1000 fois parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent et c'est des messages forts, vraiment. Merci. J'appelle Captain. Ouais. Parce qu'on va remettre un peu de légèreté maintenant. Captain. Non, mais putain de poussière. Alors, ouais, non, mais c'est vrai. Et c'est là que je vois la chance que j'ai aussi de vous connaître tous. Voilà, c'est savoir changer, pas son fusil d'épaule, parce que je trouve toujours que tu as des analyses sur Marseille un peu douteuses. Mais l'être humain, Jérôme Roten, je tiens à le dire, je le dis devant la France entière. Voilà, c'est quelque chose. Voilà, il y a des choses qui se passent. Et effectivement, on est très content de t'avoir reçu, de te recevoir, parce que c'est vrai. Et puis j'ai vu, il y a vraiment des supporters hardcore marseillais qui était là dans le chat et qui disait franchement ça nous change de ce qu'il y a à la radio, on voit l'être humain, on voit le travail, on voit
la souffrance, on voit tous ces trucs auxquels aussi on peut s'identifier. Et puis c'est vrai quoi. C'est je suis voilà circonspect et chapeau bas, mes hommages. Voilà. Mais voilà. Alors est-ce qu'on prend quelques questions pour Jérôme? Juste avant, il nous reste une dernière partie. Ouais. En tout cas, je veux aujourd'hui saluer, Captain, l'acceptation de la défaite face à l'homme Jérôme Roten. J'ai bien entendu. Alors, je parlerai pas de défaite parce que je l'écoute tous les jours, donc je sais ce qu'il allait dire de toute façon. Et non, je voulais quand même lui dire un truc parce que ça me tenait à cœur et c'est quelque chose, et c'est pour ça que j'écoute ton émission, Jérôme, c'est que tu as gardé ton âme de joueur. T'es resté, oui. Et souvent on te le reproche. J'ai remarqué, on te le reproche à l'antenne, et c'est important d'avoir l'analyse de quelqu'un qui a gardé l'âme du joueur. Parce que je ne citerai pas de grands dadés qui ont joué chez nous et qui ont oublié qu'ils avaient 2 pieds gauche. Tu sais de qui je parle. Et qui tirent un peu à boulet rouge sur notre ami Mumbagna. Je n'en dirai pas plus. Mais en tout cas, garde ça parce que pour moi, c'est ce qui fait la qualité de tes prestations, de ton émission. Et c'est pour ça que j'écoute. Parce que souvent, j'ai l'impression que certains consultants ont oublié qu'ils ont été joueurs. Et ça, c'est problématique. Alors, on va passer juste avant de passer à la dernière partie, voilà, on va vraiment saluer le fait que chez Effisport, et là c'est nous que je vais mettre en avant pour une fois, cet espace de confiance là, ce rapport qu'on crée, ces questions qu'on pose, où on apprend à découvrir quelqu'un en profondeur, au-delà de l'image, de la visibilité, de ce qu'on peut voir, des comportements d'une personne, il y a toujours un bel être humain à l'intérieur. Et attention, c'est ce qu'on dit régulièrement, nous dans notre pratique, on ne juge pas. On va chercher les intentions positives, on va chercher à briser le miroir et aller voir derrière le masque qui se cache derrière ça. Et derrière ça, on voit qu'il y a des valeurs, on voit qu'il y a des souffrances, on voit que tout ça, ça construit un être humain. Et quand quelqu'un nous fait confiance, comme tu es en train de le faire, Jérôme, et nous partage qui tu es vraiment, ben, on a juste envie de te remercier parce que c'est un cadeau que tu nous fais. Vraiment. C'est avec plaisir. On partage nos expériences et franchement, si ça peut vous servir, tant mieux. On passe sur le dernier jingle, Captain, si tu arrives à appuyer sur le bon bouton. Je suis désolé, là, j'ai fait une Julien Cazard, je suis désolé, le Toulousain de Paris. Donc voilà, j'y peux rien, ça arrive même au plus grand. Si ça arrive à Cazard, ça peut m'arriver. C'est Si j'étais, c'est celui-là? Absolument. Et alors on est parti. Si j'étais président, je serais Jérôme Roten. Alors, petit jeu plus léger, Jérôme. Ouais. Je te propose ce petit jeu. Donc, si j'étais, je ferais. Si tu étais le patron du football français, tu ferais quoi? Je ferais une révolution de l'arbitrage. J'en étais sûr. Regarde, je ne l'ai pas dit avant. J'ai dit, regarde, il va sortir l'arbitrage. Bam. Allez. Là, tous dehors. Mon ancien président Eric Borghini, que je salue. Oui, il est venu dans l'émission. Alors, si tu veux, si tu n'as qu'à écouter son passage, si tu le comprends, tu me rappelles. Une honte. Mais bon. Ok, les choses sont claires. On va passer à celui d'après. Si j'étais. C'est une balle perdue. Ouais. Ou pas. Si j'étais le sélectionneur de l'équipe de France, si tu étais le sélectionneur de l'équipe de France, tu ferais quoi? J'aimerais. Je ferais. On va dire aussi bien que Didier Deschamps. Parce que franchement, faire mieux que Didier là-dessus en termes de résultats, c'est compliqué, quoi, tu vois. Donc, et en termes d'image. Donc là, on peut lui reprocher des choses à Didier, mais depuis qu'il est arrivé, c'est un sans faute. Hein. Ouais. En termes de résultats, clairement. Tu vas me faire ça. Allez, je me lâche. Il en reste 3. Si j'étais Daniel Rigolo. Ouais, je ferais, c'est ça. Si j'étais Daniel Rigolo, je ferais de la politique. Ah ouais.
Bien répondu. Bien répondu. Bien joué. Je le verrai très bien là-dedans. Il en reste 2. Si j'étais du gars. Je ferai mon mea culpa sur l'émission Rotten sans flamme. Parce qu'elle a fait des meilleures audiences que Team Dugas. Ça, c'est bien. Ça, c'est un petit pont. Même pas un tac, c'est un petit pont. Bien écoute, joué. Et comme ça, combat des records. Mais bon, il est aussi, attention, ils sont aussi responsables. Je ne suis pas tout seul. Et ils viennent et plusieurs du moins, ils sont plusieurs à intervenir tout au long de la semaine. Et c'est aussi grâce à eux que l'émission, elle marche. Évidemment. Tu sais mon grand-père, que tu connaissais, Jérôme, avait un bon dicton: les faits restent, les paroles s'envolent. Voilà. Exactement. Alors, il en reste un. La meilleure. Le meilleur. Si j'étais coach Campi. Je ferai en sorte de revenir dans l'état-major de l'AS Monaco. Parce que je pense que, tu vois, quand on parle d'identification au club, et Greg, il le sait de toute façon, alors même s'il n'a pas joué en niveau pro à Monaco, mais toute la famille et tout, monégasque et tout, je pense qu'il faut se servir des gens compétents qui ont envie d'apporter des choses. Et en termes d'identification, quand même, il n'y a rien de mieux qu'un monégasque, quoi, tu vois. Donc je trouve ça hallucinant qu'on me propose pas un poste, on lui propose pas un poste, voilà, tout simplement. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, on sait jamais. Hein. Absolument. Voilà. Tiens, excuse-moi, je viens de recevoir un message anonyme d'un auditeur qui dit: si on compare ta carrière à ton niveau sur PlayStation, il y a un monde d'écart. Apparemment, tu n'as pas gagné beaucoup de matchs contre Coach Campi, signé GC. Putain, c'est arrivé jusque-là. C'est arrivé jusqu'à EFISport. Je vais te dire la vérité. Les dernières vacances, on a joué tous les deux comme deux tocards contre ses enfants. Tu vois. Ses enfants, qui ne sont plus des petits-enfants. Hein. Et les grands-enfants. Mais on en a pris, écoute. On en a pris. Mais par contre, à la PlayStation, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qui reste, ils gagneront jamais. Jamais. Ils ont tout essayé. Hein. Karting, tennis, paddle, bowling, tennis, tout. Et vous voyez l'anecdote que vous dit Jérôme. On est à la montagne. On reste une semaine ou 10 jours, je ne sais plus, à la montagne. Ouais. On joue tous les soirs 2 contre 2 à la PlayStation. Jérôme et moi contre mes 2 enfants. Le premier match, on le perd à la 95e minute. Tu t'en souviens, Jérôme? Ah là là. On les a allumés de la première à la 95. On gagnait jusqu'à la 95. À la 95, ils égalisent. 97, ils gagnent le match. On n'en a plus gagné une pendant 10 jours. T'en veux des aspects mentaux? Mental. Là, il y en a plein. Ouais, autant mentalement, on les a sur tout le reste. Alors là, on les écrase. Là, il n'y a pas photo. Et s'ils écoutent l'émission, ne vous inquiétez pas, on n'est pas cramés. Hein. Encore 15 ans, 20 ans, il n'y a pas de problème. C'est clair. Alors, c'est magique, c'est magique. J'ai une dernière question avant qu'on récupère Captain et qu'on donne la parole au chat avant de clôturer. Du coup, Coach Campi, nous, on le supporte un peu toutes les semaines. Il s'est incrusté avec nous. Et après des débuts un petit peu difficiles, il commence à devenir très, très bon à l'antenne, mais vraiment. Ah ouais. Bon, il monte sur le ring avec moi, il est encore un peu en difficulté, mais il progresse vraiment, il évolue. A-t-il sa place avec toi sur RMC? Il faut qu'il se fasse un nom hein, dans le foot, hein, ce con. Et non, non, mais après, Greg, il parle bien, il est passionné. Je pense qu'il n'y aura pas de problème pour arriver à
assez fin là-dessus. Mais bon, lui il a envie de tenter le truc du coach, tu vois. Donc, il se donne les moyens. C'est pas facile parce qu'il galère. Il galère. Mais bon, des fois, il y a une main qui va arriver. Il faut attendre. Alors, il faut pas attendre trop longtemps non plus parce qu'il vieillit, le bougre. Hein. Donc, mais bon, écoute. C'est clair. C'est clair, on vieillit. Une fois qu'il aura l'opportunité et tout. Après, il sait qu'il peut compter sur moi. Il n'a pas besoin de moi. Il n'a pas besoin de moi pour l'émission, si tu veux. Voilà. Bon, merde, hein, c'était bien tenté, Greg, mais ça n'a pas marché. Ah, écoute. C'est pas grave. J'irai chez Canal+, t'inquiète pas. Tu iras dans l'autre émission, là, celle qui marche moins bien. Ouais. On va rappeler Captain à l'antenne parce que quand même, on aime bien le voir. Il apporte toujours la bonne moi aussi, j'aime bien vous voir, les gars. Je vous vois tout le temps. En tout cas, mais voilà, hein, c'était voilà, il n'y avait pas de mots. Voilà, l'émission. On est passé en Ligue des Champions là, les gars, tout de suite. Hein. Ah là, ouais. Jérôme et la rêvé, on est passé en Ligue des Champions. C'était instantané. Marseillais, non? Pardon? Ça fait bizarre pour un Marseillais Non, pas vraiment, parce que nous, on sait être bon, même si on exagère beaucoup. Je te l'accorde, on exagère énormément. Comparé aux Parisiens, on sait reconnaître un être humain. Priorité. Voilà. Non, on reconnaît le talent. Moi, je t'ai dit, j'aurais voulu te voir avec le maillot de l'OM. Je pense que t'aurais kiffé plus qu'au PSG, je te le dis. Même si c'est ton club de cœur, demande à tous les joueurs. Enfin, tu dois savoir, hein, tu as dû parler à des Lorixana ou des trucs comme ça. Dès qu'ils viennent chez nous, ils se reconvertissent. Hein. Je veux dire, le cerveau change. Je sais pas, il se passe quelque chose. Qu'est-ce que tu Oui, mais attends, il était fait pour l'OM, il n'y a pas de problème. Mais jouer dans les deux clubs, franchement, j'aurais pas pu le faire. Ouais, bon, Fiorez, il a essayé, le pauvre. C'est pas le seul, hein, on peut en trouver d'autres. Hein. Oh, il y a comment il s'appelle, Heinze, on était content de l'avoir. Hein. Tiens, on a peut-être, je dis bien peut-être, un futur invité qui a joué dans les deux clubs, qui a été capitaine des deux clubs. Oui, capitaine des deux clubs. Mon ami Fred Dehu. Eh oui. Ouais. Et qui est l'ami de Jérôme, apparemment aussi. Non, mais je l'aime bien. Mais là, on repasse au niveau national, quoi. Tu vois. Oh là. Allez. Ça y est, on retrouve Jérôme Roten dans toute sa semaine. Le vrai. Il revient de il en fallait pas beaucoup. Hein. Allez, j'ai des étoiles là. J'ai mis des étoiles sur des beaux commentaires pour Jérôme. N'oubliez pas quand même que Fred a quand même joué au FC Barcelone. Oui, c'est vrai. Et ça se respecte. Ouais, mais Dugarry aussi, donc ça veut rien dire. Ouais, Dugarry aussi, du coup, il y a tout qui retombe. Apparemment, Guardiola disait que c'était Fred Dehu qui lui faisait mieux les lacets que Dugarry. Ça y est, on est déjà dans l'after. Tu fais chier. Tu vois, quand tu fais ça, tu m'énerves. Quand tu fais ça, tu me casses les couilles. Tu vois parce que Fred, c'est un super mec, exceptionnel. Et tu heureusement, il ne manquerait plus qu'il morde. Ah, mais je déconne. Oh. Ah, mais non. Mon Fredo que j'aime. Tu sais quoi? Et tu veux que je te dise, Fred, il n'était pas fait pour ce monde de crapuleux du football. Parce que c'est vraiment une super belle personne. Tu veux que je te dise? Pas comme toi qui est une crapule finie. Non, mais c'est vrai. De toute façon, on l'a vu qu'il n'était pas fait pour le PSG, et pour Marseille et pour Barcelone. Il était bien à Lens. Il était bien à Lens. Il aurait dû s'arrêter à Lens. Voilà, en tout cas, on a des beaux messages. Quel joueur avec un mental incroyable sortir du lot pour un joueur de couloir, pas le plus rapide, le plus athlétique, le plus technique, mais quel pied gauche. Notre Beckham gaucher de l'époque. Oh là là, carrément Beckham, Fabien. Hein, la formation te fait du bien. Je n'étais pas... Non. Je n'étais pas fan de Jérôme Roten, que je ne connais que par la radio. Mon père m'a fait écouter un podcast sur la boîte à souvenirs et votre fils, vous êtes un monsieur. Voilà. Jérôme a su transformer les obstacles en tremplin et pouvoir transmettre ça et partager avec les coéquipiers rend un groupe puissant. Voilà, donc plein de
plein de bons commentaires. Est-ce que je peux abuser, te poser peut-être une question du chat? Ah, ok. Alors, j'en avais une. Tac, tac, tac. Voilà, celle-là, je l'aime beaucoup. Jérôme, ton métier, c'est analyser. Tu n'as pas envie de transmettre? Ah. Bah, en fait, en quelque sorte, je transmets ce que je fais. Hein. Tu sais, il y a beaucoup de. On parlait de la nouvelle génération. Il y a beaucoup de jeunes. Je suis même surpris de l'âge de certains des auditeurs qui écoutent l'émission, qui viennent par moment participer à l'émission, voir l'envers du décor. Ils ont 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Donc, on parle de foot, on parle de la passion du foot avec notre expérience et je pense qu'on transmet cette passion du foot. Et c'est essentiel. Je trouve que la nouvelle génération, quand certains te disent oui, ils ne consomment pas le foot de la même façon, non, bah, d'accord, ok, peut-être c'est différent de nous avec tous les supports que tu as pour regarder du foot et tu peux en voir tout le temps maintenant, mais la passion du foot à 11, elle existe aussi avec la nouvelle génération. Il ne faut pas me faire croire le contraire. Et je le vois à travers mon fils qui a 9 ans. Tu vois, c'est un football de foot à 11, pas de foot à 7 ou de foot à 5. Tu vois. Donc j'ai l'impression que ouais, je transmets quand même. Après, je vois le fond de la question. C'est de pourquoi pas être, se rapprocher du terrain, être entraîneur ou quoi que ce soit. J'ai passé mes diplômes, Greg le sait. Mais j'ai un caractère trop trempé. Moi, du moins, il y a des mecs qui vont m'inventer des séances d'entraînement et des speeches. J'ai pas envie de les écouter. Voilà. Donc, je les ai envoyés chier parce que ça me plaît pas cette façon-là de faire et de former les entraîneurs en France avec ces diplômes-là qui tu perds ton temps la plupart du temps. Alors, je dis pas que c'est inutile, mais il y a des choses qui sont on pourrait passer les étapes beaucoup plus vite en France. Tu vois, l'étranger le font, nous en France, on ne le fait pas. Va comprendre pourquoi. Ouais, c'est compliqué. Et donc ça m'a un peu écœuré. Et puis l'autre chose où c'est compliqué, et moi je tire mon chapeau à Greg ou à ces jeunes entraîneurs là, qui s'accrochent même au niveau amateur, c'est la nouvelle génération. Comment ils sont passionnés du foot. Est-ce qu'ils sont réellement passionnés de foot? Voilà. Et si je me retrouve dans un club à essayer de mettre des choses en place et que je me rends compte que le mec, en fait, c'est pas une priorité le football, je vais vite péter un câble, moi. Donc bon, aujourd'hui, j'ai le bon rôle. Et puis, de toute façon, honnêtement, je réfléchis même pas à la suite parce que je m'éclate tellement à l'antenne que je ne me vois pas faire autre chose dans un premier temps. Ça se sent. Ouais. Une question de Géraldine. Jérôme Enfant, qui était son mentor, ton modèle inspirant? C'était qui? Ah bah, je suis pas trop original sur le coup. Ça a été Michel Platini sur les premières années. Et après, David Ginola. David Ginola. Donc, il y a pire comme modèle. Hein. Surtout, ouais. Moi, je me rappelle, j'avais regardé une cassette, une VHS, tu sais, sur Platini. Et ça m'avait changé complètement ma façon de voir le foot. Et ça s'est senti directement après. Ah, direct, j'ai dit, le gars, il prend le jeu à son compte, c'est fini. Il a décidé que ça se passait comme ça. J'ai dit, waouh, je veux faire ça. Je vais te dire, quand je parle de Michel, d'autant plus, j'ai une relation particulière avec lui. Vraiment, j'ai beaucoup de respect, bien sûr, pour le joueur et l'homme qu'il est. Mais en plus, c'est réciproque. Du moins, il m'apprécie aussi. Donc, tant mieux. Et franchement, il est top, quoi. Je ne comprends même pas qu'aujourd'hui, il soit en dehors du football. Du moins, on a tout fait pour le mettre en dehors. Mais ils l'ont dégoûté. Mais il nous manque. Là, on parlait tout à l'heure en déconnant si j'étais président de la Fédé. Mais lui, tous les jours, je l'aurais mis président de la Fédé. Tous les jours. Vous vous rendez compte quel pays on est? Incroyable. On a écarté Michel Platini. Ouais. C'est un truc de fou. Ouais. Et pourtant, il en faut pas. Franchement, il n'en faut pas beaucoup pour le convaincre. Mais les gens n'ont pas envie. Voilà. Peut-être qu'il ferait de l'ombre à certains. Peut-être qu'il mettrait le footballeur un peu plus en avant que certains font, à faire que de la politique, à oublier que l'essentiel à la Fédération française de foot, c'est quand même les footballeurs. C'est pas tout le reste. Hein. Parce que sans les footballeurs, tous ces gens-là qui font de la politique à la Fédé, ils n'existeraient pas. Hein. Ouais, carrément. C'est vrai. Voilà.
C'est vrai. Et une dernière question qui va intéresser les supporters de l'OM. Jérôme, aimerais-tu voir l'OM avec le même budget financier que le PSG? Merci. Ouais, parce que je pense que on parlait tout à l'heure, on critiquait un peu le niveau de certains joueurs, mais avec des moyens supérieurs, déjà, tu aurais des gens un peu plus compétents pour recruter et pour reformer une équipe, parce qu'il y a aussi ça, hein, ils ont quelques moyens, mais ils ont fait trop de conneries et trop d'instabilité. Et en te donnant un peu plus de moyens, bah oui, tu vas attirer des joueurs d'un niveau supérieur. De toute façon, aujourd'hui, sans un peu plus d'argent, tu ne peux pas y arriver. Donc oui, j'ai envie de voir Marseille avec des joueurs dignes de ce nom, du moins surtout dans le secteur offensif. Tu vois, des joueurs qui ils te font lever de ton siège, quoi. Quand tu regardes les matchs, tu vois, ils t'inventent des passes. Aujourd'hui, à Marseille, ils ne les inventent pas, les passes, hein. On les attend. Des fois, elles n'arrivent même pas. Non, mais c'est ça. Et c'est vrai que c'est un problème de but. Quand tu vois McCourt, j'ai réagi dans mon émission, mais quand tu vois que McCourt, propriétaire de l'Olympique de Marseille, il n'est pas capable de venir pour une demi-finale de Coupe d'Europe au stade Vélodrome. Ça, c'est le problème des. Tu envoies un message, je suis avec vous et tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais elle est où ta passion? Mais si tu n'es pas passionné, vends le club. Vends-le, c'est pas grave. On va pas t'en voir. Tu prêches des convertis, là. Tout le monde va être d'accord avec toi. Du côté de Marseille, c'est vrai qu'on c'est fatigant. Voilà. En tout cas, merci Jérôme, messieurs. Merci à vous. Un grand merci encore une fois de nous partager derrière l'image, derrière la notoriété, la personne. Et nous, c'est ça qu'on cherche, c'est retourner au cœur des gens. On est convaincu que ça manque beaucoup aussi dans le monde du foot de haut niveau. On est convaincu que ça manque dans les centres de formation. On y croit fort et on te remercie parce que la lumière que tu donnes à travers déjà ton expérience et le fait de participer à ces débats-là avec beaucoup d'authenticité, déjà ça nous conforte et deux, ça va ouvrir le débat encore plus. Et je crois qu'il est essentiel aujourd'hui qu'on puisse échanger à propos de tout ce qui se passe au niveau émotionnel chez un athlète, dans une équipe, dans un club, parce que c'est le cœur, tu l'as dit, l'âme, l'énergie, tout se transmet à travers les émotions. Et voilà, un grand merci pour tout ce que tu nous as apporté ce soir, vraiment, Jérôme. Écoute, merci à vous. En tout cas, on a passé un bon moment. J'espère que ça vous a plu. Et Greg le sait, mais de toute façon, je vous envoie message si vous avez des choses à faire passer, même pour mon émission sur l'aspect mental, l'aspect psychologique. N'hésitez pas. Je suis ouvert. Il n'y a pas de problème. Super. Moi, j'ai essayé de contacter Oussem par rapport au multimédia. Bon, j'avais pas eu trop de réponses. Je pense qu'il est assez occupé. Non, mais je vais lui dire parce que Oussem, c'est un gentil mec. Après, il a beaucoup de choses à faire. C'est ça. Mais je lui ferai passer le message. Greg, tu vas me filer les coordonnées de tout le monde là. Moi, je te file rien du tout. Ouais, le capitaine, il se démerde. Bon, en tout cas, Jay, moi, deux choses. La première, je suis content que tu aies trouvé une place pour le tableau qu'on avait peint ensemble, complètement bourré, un soir de carnaval de Rio. Tu vois. Mais on était bourré. Comment tu as pu le mettre là? Je comprends pas. 25, respecte mon numéro. JR25. Ouais, JR25. Et la deuxième question, te remercier. Franchement, c'est sympa pour l'émission. Top. De toute façon, je t'appelle dans 5 minutes de toute manière. Ouais, voilà. Et puis, écoute, non, mais c'était un plaisir. En tout cas, à bientôt. Voilà, merci. Alors, en tout cas, si vous avez aimé cette émission, mettez un pouce en haut. Si vous n'avez pas aimé, vous mettez 2 pouces en bas, comme ça, il s'annule. N'hésitez pas à vous abonner à EFI Sport pour les nouveaux qui étaient là ce soir. En tout cas, voilà. Appuyez sur la cloche pour être prévenu des futures émissions. Comme vous le voyez, on a la chance de recevoir quand même des invités Ligue des Champions. Faut le dire. Bonne soirée à tous. Dans 15 jours, ça redescend un peu. Laurent, tu voulais finir un mot. En fait, je voulais remercier les Marseillais parce que sur l'avenue de Jérôme Bretagne, il s'est passé quelque chose sur toute la communauté EFI Sport. Ils ont beaucoup partagé. Ils étaient vraiment
de voir que tous les Marseillais avaient vraiment cette envie de te recevoir, de te voir dans cette émission. C'était chouette de voir que les clivages ne sont que de façade, de rencontrer l'homme. Et c'était un grand merci. Donc, non seulement à toi, mais aussi à toute la communauté qui nous suit. Donc, c'est chouette. Si en plus la communauté grandit ce soir, c'est encore mieux. Parce que, voilà, on sort de ce clivage, de cette espèce de dichotomie facile. Et je trouvais ça vraiment chouette, dont certains qui ont balancé des vidéos encore plus cocasses. Donc, merci à tous. Voilà. Ouais, on remercie Hakim, supporter historique de l'OM. Il était vraiment actif. Jay, la facture, tu l'as fait au nom d'Effisport. Parce que là, on a dépassé les 2 heures d'émission. Donc, les 39 minutes, il va falloir qu'il te les paye. Ouais, on va s'arracher. Le banquier s'appelle Greg Campi. Allez, bonne soirée à tous. On va libérer Bonne soirée. Bonne soirée. Bye, ciao. Merci.